Suppression des taxes emploi jeunes et formation professionnelle au Mali, la mesure est-elle justifiée? Des éléments de réponse dans ce journal avec l'honorable Moussa Diarra, député élu en commune 5 du district de Bamako. La visite du mouvement citoyen Djogoni Maya aux enseignants grévistes pour leur proposer une solution face à la crise scolaire. Législative 2020, l'Alliance ASMA, CFP, CODEM et Sinid Faso Iriwaton scellée pour une victoire commune. Partout où vous nous suivez, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous l'avons dit au titre, les taxes emploi jeunes et formation professionnelle ont été supprimées au Mali par la loi des finances 2019. Ces textes servaient à appuyer les structures de promotion de l'emploi pour les jeunes. Ces structures estiment que cette mesure commence à avoir un impact négatif sur les activités. Afin de connaître mieux les raisons de cette suppression et aussi l'alternative proposée pour remplacer ces taxes, nous avons approché l'honorable Moussa Diarra, député élu en commune 4 du district de Bamako et président de la commission en charge des questions des jeunes, emploi et de la formation professionnelle à l'Assemblée nationale. Suivons ses explications. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait dire par rapport à cette taxe-là, c'est que c'est une loi qui l'a instituée. Une loi a institué cette taxe-là en vue de prendre en charge les différents projets promotion de la jeunesse en matière d'emploi et de formation professionnelle. Donc cette taxe a été instituée à travers une loi qui aujourd'hui peut-être a été annexée à la loi des finances 2019 dans son examen et qui a été supprimée malheureusement. Évidemment, malheureusement, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons constaté que cette loi est annexée à la loi des finances, au Code général des impôts. Nous avons vu un peu tardivement que cette taxe-là allait être supprimée. Quand nous avons alerté les premiers responsables du département en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, donc c'est eux qui nous les ont confirmés. À notre niveau, nous avons quand même mené beaucoup de sessions de plaidoyer par rapport à ça. Nous avons fait beaucoup de concertations, notamment nous avons posé la question au ministre chargé des Finances. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que cette loi qui est là, qui fait la promotion non seulement des différents projets de jeunes, mais aujourd'hui qui est une source pérenne de financement des différentes activités jeunes. Donc nous l'avons signalé. Mais on nous a fait savoir à l'époque que non, la suppression ne va pas engendrer de conséquences néfastes pour les différents projets, les différentes activités de jeunes. Mais nous avons quand même eu à leur notifier vraiment nos préoccupations, nos points de vue. Bien vrai que nous n'avons pas été convaincus à l'époque, à l'examen, c'était fin 2018 déjà, parce que le budget 2019 a été examiné en fin 2018. Donc nous avons quand même souligné nos préoccupations, nos craintes par rapport vraiment à cette suppression. Aujourd'hui, si nous voyons aujourd'hui que cette taxe est supprimée, ça veut dire que nos craintes, ce que nous avons dit, reste fondé. Quand tu vois aujourd'hui au niveau des deux structures qui sont concernées par ces taxes, la taxe emploi jeune et la taxe de la formation professionnelle, il s'agit de l'APEJ et du FAFA. Donc nous constatons déjà de graves difficultés de fonctionnement même de ces structures-là. Parce qu'on nous avait dit que ces taxes seront remplacées par la contribution forfaitaire pour l'employeur. Donc cette taxe, on nous a dit que ça c'est même plus élevé que la taxe emploi jeune et la taxe sur la formation professionnelle. Mais quand tu vois dans la pratique, cette autre taxe qui a remplacé la taxe emploi jeune et la taxe sur la formation professionnelle, ça c'est une subvention. La contribution forfaitaire c'est une subvention. Donc durant l'année 2019, peut-être que beaucoup d'entreprises, quand la loi a été supprimée, beaucoup d'entreprises n'avaient pas eu écho vraiment de la suppression de la taxe. Donc, avaient continué à payer la taxe.
c'est ce qui a même fait que les structures ont survécu. Les structures ont survécu. Mais au fil du temps, quand les entreprises ont su que la taxe a été supprimée, nous avons vu les premières conséquences. Les structures ont même eu du mal quand même à assurer leur fonctionnement, d'abord le fonctionnement, à assurer leur fonctionnement normal. Donc ça, c'est déjà une première conséquence qui est là. Et les promesses aussi données par les responsables pour quand même ces structures-là, nous avons vu, parce que le gouvernement avait déjà suggéré que les deux structures allaient bénéficier au moins de 8 milliards dans le budget. Dans ce qu'ils ont accordé à ces structures-là, c'était sur les papiers, hein, ça c'était à peu près 4 milliards qu'ils avaient promis pour les deux structures. Mais nous avons vu à la fin de l'année, quand nous avons commencé l'examen du budget 2020, ça c'était encore en fin 2019, nous avons vu que les structures n'ont même pas pu avoir 2 milliards, structure par structure. Donc, ils étaient, la structure, le FAFA était à peu près à 1 milliard 7. Donc, qui n'a même pas atteint les 4 milliards promis. Donc, nous voyons aujourd'hui de graves difficultés par rapport à la suppression de ces taxes-là. Comme je le disais au départ, la taxe est une source pérenne de fonctionnement. Quand les structures ont été créées à l'époque, dans un premier temps, elles fonctionnaient avec la contribution forfaitaire. Ce que le gouvernement a proposé maintenant, elles fonctionnaient avec ça. Mais la pratique a démontré que cette contribution ne peut pas assurer le fonctionnement normal de ces structures-là et pour aller à l'atteinte de leurs objectifs. C'est pourquoi une loi a été prise et votée dans ce sens-là, qui a instauré la taxe emploi jeune et la taxe sur la formation professionnelle. Donc avec ces taxes, les structures fonctionnaient normalement. Les structures fonctionnaient normalement, mais les problèmes au niveau de ces structures-là, ça c'est la mobilisation, la mise à disposition des ressources recouvrées. Parce que les services des impôts recouvraient entièrement les taxes. Mais mettre à la disposition de ces structures-là, donc c'était ça le problème. Donc j'avais souligné ça au ministre des Finances de l'époque. J'ai dit qu'aujourd'hui, le problème au niveau des structures comme le FAFA, ce n'est pas un problème de gestion, mais un problème de mobilisation des ressources. Quand bien il est dit que les ressources sont entièrement recouvrées, mais les services des impôts ont du mal à mettre les ressources eues à partir de ces taxes-là, ont du mal à les mettre aux structures concernées. C'est ça le problème. Il y a même eu des rapports d'audit au niveau du FAFA. Ces rapports-là a fait certaines recommandations. Et au-delà de ça, quand il fait une analyse globale même de la situation au cours par rapport à ces taxes, tous les ministres de la sous-région, les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle sont convaincus qu'aujourd'hui, il faut même faire de ces taxes-là une disposition communautaire. Parce qu'ils ont vu l'utilité, ils ont vu l'importance. Ils pensent qu'aujourd'hui, c'est bien que le Mali ait pris cet exemple-là et qu'il va falloir vraiment étendre à tous les autres pays vraiment de la zone UEMOA. Mais c'est au même moment, malheureusement, que le Mali supprime ces taxes-là. Je pense qu'aujourd'hui, les questions de travail, d'emploi sont des questions de sécurité sociale. Parce qu'aujourd'hui, ces structures, malgré les difficultés dans lesquelles elles fonctionnent, je pense que il y a aujourd'hui cette couverture sociale qu'elles sont en train vraiment d'assurer. Par exemple, l'APEJ aujourd'hui prenait en 2013, quand nous prenions fonction, l'APEJ recrutait chaque année 3000 et quelques jeunes stagiaires pour les entreprises étatiques et les entreprises privées. Quand nous sommes venus, nous avons vu que ces quotas est un peu faible. Parce que quand on ne parvient pas à donner quand même de l'emploi à tous les jeunes, il faut quand même faire en sorte que ces jeunes puissent aujourd'hui avoir une petite expérience, soit à travers ces stages-là dans les différents services de l'État et les organismes personnalisés. Donc nous avons augmenté le quota à 5000. À 5000 et quelques. Donc ça a permis aujourd'hui vraiment de calmer l'ardeur de certains jeunes, d'un quand même bon nombre de jeunes. Aujourd'hui, si nous supprimons ces taxes-là, il y a une source de financement pérenne, je le dis et je le maintiens,
en remplaçant par une subvention, ça veut dire que non seulement on n'aura plus droit à ces stages-là, mais ça va être encore poser des problèmes au niveau du financement des activités, des différentes activités des jeunes. Parce qu'à cause de ces stages-là et autres-là, il y a beaucoup de projets jeunes, beaucoup d'activités jeunes qui n'ont pas pu voir le jour. Donc ça, c'est des difficultés. Au niveau du FAFA, c'est le même problème. Aujourd'hui, les entreprises, les centres de formation, aujourd'hui, se trouvent dans des difficultés. Ils se trouvent dans des difficultés parce qu'ils ont des arriérés importants avec le FAFA, avec la structure. Aujourd'hui, avec la suppression de cette taxe, la structure connaît non seulement des difficultés dans son fonctionnement, mais a du mal vraiment à payer ces centres de formation avec lesquels il a eu quand même des contrats, des partenariats pour la formation quand même des jeunes, des groupes de femmes, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la structuration a ses conséquences. Nous pensons qu'aujourd'hui, pour trouver la solution, il ne faudra pas remplacer par la contribution forfaitaire de l'employeur, mais il faut trouver une autre source de financement pérenne. Sauf si nous avons envie, sauf si nous voulons quand même aller à la suppression de ces deux structures-là, les FAFA et l'APEJ. Et moi, je pense qu'il y a une solution envisageable, parce que dans la mesure où aujourd'hui, ces deux structures jouent un rôle très prépondérant, un rôle déterminant dans la promotion et dans la promotion de l'emploi et dans la promotion des différentes activités des jeunes. Donc c'est pour moi aujourd'hui, si on veut supprimer cette taxe-là, il faut trouver d'autres sources encore plus solides, pérennes, qui peuvent assurer non seulement leur fonctionnement normal, mais pour la prise en compte aussi des différentes activités qu'elles génèrent à leur niveau. Le rappel que j'ai à lancer aux autorités, surtout aux différents acteurs en charge de ces questions d'emploi et de travail, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Le pays aujourd'hui regorge d'énormes potentialités. Nous avons beaucoup de potentialités parce qu'il faudra savoir que le Mali est un pays agro-silvopastoral. Si le pays est un pays agro-silvopastoral, nous devons aujourd'hui orienter les jeunes vers ces potentialités-là aujourd'hui pour réduire le taux de chômage. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, nous sommes en train de mettre sur le marché du travail, de l'emploi, des juristes, des milliers de juristes dont on n'en a pas besoin, des milliers d'économistes dont on n'en a pas besoin, des milliers d'anthropologues, de sociaux, des sortants de l'INSIP dont on n'en a pas besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait d'énormes efforts pour inciter les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat jeune. Mais moi, je pense personnellement aujourd'hui que nous devons quand même orienter nos jeunes vers ces filières porteuses. Les filières porteuses, l'agro-business, l'entrepreneuriat jeune, l'agroalimentaire. Donc, en essayant de réduire un peu les flux vers les écoles, les facultés de sciences juridiques, sciences politiques, les facultés du droit, ainsi de suite. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous travailler à ça pour qu'aujourd'hui, les plus grands entrepreneurs aujourd'hui, les jeunes qui sont allés dans ce sens-là, sont des jeunes aujourd'hui autosuffisants, qui ont à leur niveau même pu recruter d'autres jeunes. Donc en incitant les jeunes surtout à aller vers l'entrepreneuriat jeune, je pense qu'il faut essayer d'orienter un peu nos universités vers les mêmes secteurs. Donc l'appel que j'ai à lancer vraiment à l'endroit de plusieurs autorités, c'est de trouver en ces moments quand même une autre source de financement pérenne pour les activités des structures importantes qui ont en charge la promotion et la protection des jeunes en matière d'emploi et de travail. Le mouvement citoyen Djogoni Maya a rendu visite hier aux enseignants grévistes signataires du 15 octobre 2016 à la Maison des enseignants en vue d'échanger avec ces derniers et de leur proposer des solutions alternatives à la crise scolaire qui sévit dans notre pays depuis plusieurs années. Suivant le reportage de Oumar Koïta au Kanouté.
Conformément à leur statut de citoyen modèle et de leur rôle de défenseur des intérêts collectifs et la justice sociale, cette visite du mouvement citoyen Diegonimaya a été l'occasion pour les visiteurs d'échanger avec les enseignants grévistes, signataires du 16 octobre 2016, afin de trouver une solution à la crise scolaire qui menace non seulement l'année scolaire, mais aussi l'avenir des milliers d'enfants. Une délégation constituée de 6 personnes venues dans le but de mettre fin à une crise qui n'a que trop duré entre les enseignants et le gouvernement malien. C'est ainsi que le professeur Abdoulaye Nyang, membre du directoire du mouvement citoyen Diegonimaya, nous parle ici de l'objet de cette visite. En tant que parent, mais aussi en tant qu'enseignant, en tant que parent, je ne peux pas voir nos enfants dans la rue. Et puis en tant qu'enseignant, je ne peux pas voir mes collègues confrontés à un problème d'application de la loi, alors qu'en réalité, le serment du président de la République, ce n'est autre chose que de faire respecter la loi et de faire respecter la Constitution. Nous avons pensé qu'il fallait tenir une séance de mutualisation de connaissances avec nos collègues enseignants et nous épousons totalement la cause de leur lutte. Ils méritent une rémunération beaucoup plus importante que ce qu'ils ont aujourd'hui et nous avons discuté entre nous des solutions possibles pour rencontrer le gouvernement et pacifier la situation. Non seulement qu'ils puissent rentrer dans leurs droits par rapport à l'article, par rapport à 39, mais également que nous puissions voir dans quelle mesure où la richesse que le Mali dispose aujourd'hui, cette richesse-là soit relâchée afin qu'ils puissent avoir une rémunération qui va au moins 10 fois, 15 fois, sinon 20 fois de ce qu'ils gagnent. Les gens ont tendance à rire quand on dit des choses comme ça. Les gens ont tendance à dire quand on dit que Gungoto, le chef de village, peut apporter le climatiseur dans sa toilette, mais c'est une réalité. Quelqu'un qui a 0 francs, vous l'apportez 3 à 4 milliards par an. Mais mon cher ami, en bon malinqué, il faut qu'il mette quand même le climatiseur dans sa toilette pour montrer que c'est là. Les enseignants aujourd'hui, ils devaient être à mesure de vivre mieux dans la dignité, dans le respect. Mais ils ne peuvent pas courir sur des miettes, alors qu'en réalité, ceux qui sont au pouvoir sont la source des problèmes que nous avons aujourd'hui. Dans l'intérêt de tous, le professeur Abdoulaye Nyang dira qu'à l'issue de cette visite, Diegonimaya ira voir le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, afin qu'il gère la situation entre l'administration et les enseignants. Ah oui, nous sommes en consensus. C'est un consensus inné entre nous. Mais quelle démarche maintenant nous allons prendre? Nous allons aller voir le ministre des Finances, qui est le Premier ministre, pour leur dire de respecter la loi. Et ça va dans l'intérêt du président de la République que la loi soit respectée parce qu'il doit respecter son serment. Son serment, c'est de respecter et de faire respecter la loi. Il doit dire à son Premier ministre de faire respecter la loi qui gère la situation actuelle entre l'administration générale et les enseignants. Donc là, je crois que c'est très clair en ce qui nous concerne sur ça. Maintenant, on a une autre solution. Aujourd'hui, pourquoi nous allons continuer à garder des députés alors qu'il est possible pour le président de la République de légiférer par ordonnance et de relâcher une partie des réserves qui sont utilisées maintenant pour des gens qui ne donnent pas grand-chose. Donc là, c'est une solution possible en économiste, parce que si nous demandons il n'y a pas de ressources, on va leur dire là où il y a les ressources. Et mieux, on va leur dire là où il y a la richesse. Et cette richesse-là, on sait où la trouver. C'est dans l'or, par exemple. C'est dans l'agriculture. C'est dans les télécoms, ainsi de suite. Donc, voilà à peu près les domaines, les orientations dans lesquelles nous avons mutualisé nos connaissances. Et nous allons continuer à mutualiser nos connaissances dans la persévérance de la droiture. Nous les avons promis des séances de travail, des ateliers de formation sur le modèle SANU que le dialogue national inclusif a dit d'explorer la possibilité. Si on explore ensemble et qu'ils jouent un rôle en ce qui concerne la partie désobéissance civile avec la bonne organisation et méthode, il n'y a aucune raison aujourd'hui que le Mali ne soit pas riche au moins de 45% additionnel sur ce qu'ils ont aujourd'hui. Sinon, bon, disons 25%. Donc c'est largement suffisant pour une ville comme Kéniéba. Je prends l'exemple parce que c'est là où on a fait les études. Ce que les Maliens ne comprennent pas, tu ne peux parler que ce que tu as étudié. Et là où tu as eu des informations, là où tu as validé ton modèle, Kéniéba aura entre 150 milliards, au moins 150 milliards de francs CFA si on applique le modèle SANU. Donc, Kidal n'aura plus de problème avec nous. Si on applique le modèle SANU à Kidal, dès que l'ordre de Kidal va sortir, ils ne vont plus prendre les armes.
ils l'ont dit, s'ils ont 25%, eh bien, les hommes vont s'asseoir sous le moustiquaire. Il n'y a pas de problème. Parce que tout le monde a sa culture. Hein. Ils vont prendre le thé tranquillement et ne pas prendre les armes. Ils vont oublier les armes. Donc, il faut qu'on se sorte de la léthargie intellectuelle. Il faut qu'on se sorte de la crise sociale globale et sécuritaire. La crise de l'enseignement doit s'arrêter. On ne doit pas continuer à aller dans une autre crise encore. Ah oui, absolument. Parce que ce sont des gens sérieux. Mais les enseignants, qui va dire que le maître n'est pas un homme sérieux? Tu ne peux pas aller dans l'enseignement si tu n'es pas sérieux. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse aller dans la persévérance. Nous allons les initier à ce que nous connaissons. Et avec cette mutualisation de connaissances qui se doit d'être dans la persévérance et la droiture, on va trouver la solution. Les enfants vont retourner à l'école. Les enfants vont retourner à l'internat. Les enfants vont être désormais avec des coupons de nourriture pour assurer leur sécurité alimentaire. Ils vont manger du riz fortifié. Voilà le grand chantier que nous voulons ouvrir avec eux. De son côté, le porte-parole des syndicats des enseignants grévistes, Adama Fomba, dira que si le gouvernement suit la logique du mouvement citoyen Diegoune Maya, les jours à venir seront meilleurs. Nous pouvons seulement dire que nous avons beaucoup appris avec le mouvement Diegoune Maya Blou. Nous sommes dans la même perspective. Et les solutions proposées par Diegoune Maya Blou, nous estimons aujourd'hui que ça peut nous faire sortir non seulement de cette crise, mais au-delà de cette crise, ils ont une vision globale pour le Mali. Et je pense que chacun de nous a un rôle à jouer. Et lors de nos échanges à venir, je pense que nous avons encore des séances de travail à faire ensemble pour permettre à ce que tout le monde puisse jouer son rôle dans ces perspectives-là. Si le gouvernement suit la logique quand même de Diegoune Maya, nous pensons que les jours à venir peuvent être quand même meilleurs pour nous tous. Donc vraiment nos sincères remerciements à Diegoune Maya Blou. Merci. Rappelons que cette crise déclenchée depuis quelques semaines, les acteurs politiques et les mouvements citoyens de la place multiplient les efforts afin de trouver une solution définitive pour résoudre cette crise scolaire répétitive. Contrairement à certaines interprétations, le parti Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, ASMA-CFP, vient de nouer des alliances dans le cadre des législatives de mars et avril prochains. C'est avec la CODEM et Sini de Faso Yiriwaton, tous des partis alliés de la majorité présidentielle. L'annonce a été faite lors de l'ouverture officielle du nouveau siège de la commune 5 du district de Bamako à Kalabankoura. Dr Galoba, secrétaire général de l'ASMA de la commune 5 du district de Bamako, est au micro de Madina Traoré, Roger Kanouté. Attaché aux valeurs démocratiques et républicaines, le parti Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, ASMA-CFP, ira aux élections législatives prévues pour ce 29 mars 2020. Considéré comme la troisième force parlementaire au Mali, l'ASMA vient de sceller les liens avec d'autres partis politiques, que le CODEM et les Sini de Faso Yiriwaton, pour une victoire commune. Ça présage la victoire en toute humilité. D'abord, tout le monde connaît le CNID, c'est aussi un acteur de la vie démocratique au niveau du Mali. C'est un des tout premiers partis maliens. L'ASMA, aujourd'hui, malgré sa jeunesse du point de vue date de création, a aussi capitalisé une certaine expérience. Comme je le disais tantôt, c'est la deuxième force politique du Mali. Et la CODEM aussi, c'est un parti qui a un certain âge aussi, qui a une certaine expérience, qui a des élus. Donc c'est tous trois, c'est des partis respectables au niveau de la commune 5 et au niveau national. Le parti au pouvoir, nous sommes dans le même regroupement, EPM. Avant EPM, l'ASMA a toujours été aux côtés du président de la République, Son Excellence Hadj Ibrahim Boubacar Keïta. Le président de notre parti a été très clair. Nous ne sommes pas dans des calculs politiques, nous ne sommes pas dans des jeux politiques. Nous sommes là pour jouer démocratiquement le jeu
et nous accompagnons le président de la République depuis son premier mandat jusqu'à la fin de son deuxième mandat dans la fidélité, la loyauté. Selon le secrétaire général, les législatives annoncées est une bonne occasion pour les partis politiques, notamment l'ASMA-CFP, de jauger la confiance du peuple malien. Les enjeux sont très simples, c'est avoir le maximum de députés. En tout cas, le premier enjeu, être la liste gagnante, donc avoir les 3 députés de la commune 5. Après, les enjeux au niveau national, ça c'est un peu les orientations de la direction nationale de l'ASMA. Il y a des voix beaucoup plus autorisées que la mienne. Féliciter nos militants, les encourager à sortir effectivement le jour des votes, mais aussi vous, en tant que presse, de donner en toute impartialité, de traiter tous les candidats sur le même pied d'égalité. N'ayez pas de candidats favoris, n'ayez pas de candidats de grands partis ou de partis faibles. Ça aussi, ça peut influer négativement sur l'issue, en tout cas sur le choix des militants ou des électeurs à voter pour telle ou telle liste. Donc vraiment, nous, notre regroupement demande à la presse écrite, la presse orale, la presse audiovisuelle, l'impartialité totale. Notons que la liste provisoire des candidatures a été proclamée. Sur 560 listes déposées, 545 ont été validées et 15 jugées invalides. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la Liberté Télévision.